Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal. La pluie qui s'est abattue sur Lomé et ses environs dans la nuit de jeudi à vendredi dernier a fait des malheureux. Des milliers de personnes ont été délogées de leur habitation. Après une première mission de constat et de relogement des sinistrés, une délégation gouvernementale est retournée voir ces sinistrés. Et ce dimanche, les émissaires du chef de l'État ont réitéré sa compassion à travers 80 tonnes de riz et maïs ainsi que 30 millions de francs CFA. Arnaud Kili. 4 membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale et des chefs traditionnels étaient présents aux côtés des sinistrés pour leur témoigner toute la compassion et la solidarité du chef de l'État, du gouvernement et l'ensemble de la population togolaise. 3500 sinistrés ont été recensés et 150 sévèrement affectés sont accueillis sur le site de Logopé. Le soutien d'urgence du président de la République est constitué de 80 tonnes de riz et de maïs et une enveloppe financière. Chaque ménage recevra un sac de riz, un sac de maïs et un soutien financier évalué selon la taille du ménage. Cet accompagnement pour des dépenses d'urgence est salué par les sinistrés. L'État n'a pas tardé à venir à notre secours. Nous tenons très sincèrement à le remercier. J'ai reçu une enveloppe financière de 30 000 francs, en plus un sac de riz de 50 kilos et un sac de maïs de 50 kilos. Et je suis très heureux de cette assistance et je tiens à remercier au fond du cœur le président de la République et le gouvernement pour cette initiative. Cette opération est menée conjointement par le ministère de l'Action sociale et celui de la Sécurité et de la Protection civile avec la collaboration des ministères de l'Agriculture à travers l'ANSAT, des Finances, de la Santé et de l'Environnement. À l'issue de l'opération de secours, nous avons eu à dénombrer plus de 3000 personnes sinistrées, aussi bien à Lomé que dans les quartiers environnants. Et parmi les 3000 sinistrés, une trentaine de ménages a accepté de rejoindre le camp de Logopé. Avec en tout pour tout plus de 150 personnes. Donc les opérations continuent pour limiter les effets de ces eaux de pluie. Et aussi bien qu'au camp ici, que dans les quartiers où nos compatriotes ont été sinistrés, nous avons déployé un dispositif de sécurité, parce que les gens n'ont pas pu tout emporter. Il ne faudrait pas qu'après les sinistres qui ne retrouvent pas certains de leurs biens. C'est une opération qui vient en complément des actions que nous avons déjà menées depuis le 4 juillet. Aujourd'hui, il s'agissait d'apporter un appui financier pour les dépenses d'urgence auxquelles les ménages qui ont été sérieusement affectés par les inondations pourraient être confrontés. Il s'agissait aussi de leur apporter un appui en vivres. Donc ils vont recevoir tous les coupons qui sont nécessaires pour prendre les vivres nécessaires. Et le gouvernement ici, à travers cette opération, veut illustrer tout l'engagement du chef de l'État à apporter un secours prompt et efficace aux populations confrontées à des inondations ou à des sinistres de tout genre. Le gouvernement a saisi l'opportunité pour remercier les différents acteurs qui se sont mobilisés pour l'organisation des secours. La prompte réaction et la bonne collaboration a permis de limiter les effets de ces inondations. Sur les sites permanents pour les sinistrés, la Croix-Rouge et les forces de sécurité sont présents pour la couverture sanitaire et sécuritaire. Et ces céréales qui sont reçues comme de la manne par les sinistrés de Logopé proviennent pour la plupart des magasins de l'ANSAT, l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo, qui depuis sa création rachète les excédents de production auprès des paysans de notre pays. Et cette semaine, ce sont 100 tonnes de céréales qui ont été acquis par les responsables de l'ANSAT à Tchekele dans la préfecture de Tchamba et Kazabois dans Sotobois. La marque Bojona. Un ouf de soulagement pour les producteurs céréaliers. L'ANSAT, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, vient de lancer une nouvelle campagne d'achat des excédents après la première campagne qui s'est déroulée au cours du mois de janvier. Pour cette campagne, le gouvernement a accordé à l'ANSAT 1,4 milliard de francs CFA
Une somme qui permettra de mobiliser 5600 tonnes de céréales. Aujourd'hui, la SAT est venue me payer le maïs jusqu'à 110 sacs. Et j'ai reçu l'argent jusqu'à 880 000 francs. Aujourd'hui, je suis très content. Avec ma famille, on est très content. Nous, les producteurs, d'abord, c'est l'argent qui travaille. Et si vous avez l'argent, qu'est-ce qui vous manque? Fort nous a mis à notre disposition les intrants, les herbicides. On a tout mis en action. Maintenant, il reste d'emblaver et semer. Et tout est à place. Donc, c'est Dieu le Tout-Puissant que nous demandons maintenant la pluie pour que toutes ces réalisations soient accédées. Le lancement de cette campagne qui s'est déroulée à Tchekele, dans la préfecture de Tchamba, et à Kazaboua, dans celle de Choutouboua, prévoit 100 tonnes pour les deux localités, soit 16 millions de francs CFA. La particularité au niveau de Kazaboua, c'est que l'achat a concerné en grande partie des bénéficiaires de kits PADAT qui ont, après avoir bénéficié de ces kits, ont produit, mais n'ont pas trouvé les marchés pour pouvoir écouler leurs produits et reconstituer ces kits. C'est pour cela que les achats les ont particulièrement concernés afin qu'ils puissent reconstituer ces kits et pouvoir se relancer pour cette nouvelle campagne. Cette opération va se poursuivre et s'étendre sur l'ensemble du territoire pour soulager les producteurs agricoles qui disposent encore d'importants stocks sous les bras, attendant de les vendre pour faire face aux charges de la campagne agricole qui est déjà bien avancée. Outre l'agriculture, le gouvernement togolais met un point d'honneur à redynamiser un autre secteur fort profitable à l'économie, le tourisme. Et presque tous les pays de l'espace Yomoa se joignent au Togo pour la réalisation de ce projet. Depuis quelques semaines, des experts de l'UMOA sillonnent les 5 régions du pays pour faire adhérer les acteurs touristiques locaux au projet. L'étape des plateaux avec la correspondance de Yves Agbivivi. Il est constaté des insuffisances dans les prestations des acteurs du tourisme au Togo, comme dans la zone de l'UMOA. Des insuffisances liées à l'accueil, à la restauration et au rôle des guides touristiques. En vue de corriger ces insuffisances et être au rendez-vous du tourisme de 2020, tourisme qui, selon l'OMT, drainerait 1,6 milliard de personnes, la commission de l'UMOA a décidé d'élaborer et de mettre en œuvre une politique commune pour inscrire l'Union dans une dynamique régionale d'émergence. Un programme a été élaboré à cet effet et qui fait l'objet de vulgarisation dans les 8 pays de l'Union. Au Togo, une tournée de sensibilisation parcourt le territoire national depuis le 19 juin. L'étape des plateaux avec les acteurs du tourisme s'est tenue à Rocotel. Il s'agit d'un grand programme adopté par l'UMOA le 1er octobre 2010 qui veut faire de l'espace communautaire un pôle majeur de destination touristique. Il est demandé donc aux comités nationaux qui ont été mis en place dans tous les pays membres de l'UMOA d'effectuer une tournée de sensibilisation des acteurs qui évoluent dans le secteur à l'intérieur du pays. Cette rencontre de sensibilisation se tient après celle des savanes, Kara et Centrale. L'ONG Plan Togo a procédé à la revue annuelle de son projet mutuel de santé. Cette rencontre qui a rassemblé les gérants des mutuelles de santé des zones d'intervention de Plan Togo vise à faire la situation sur l'atteinte des résultats de ce projet durant l'année écoulée 2013. La marque Bojona. Dans le but d'assurer et d'améliorer la qualité du projet mutuel de santé, il est prévu d'organiser chaque année une revue annuelle des actions engagées dans la promotion de ces mutuelles initiées par Plan Togo. Cette revue est axée sur l'évaluation des progrès enregistrés, des changements induits en termes de niveau de réalisation des objectifs et des résultats et sur les recommandations pour la suite du projet. Plan Togo, dans un de ses programme droit à la survie, a appuyé les communautés à mettre en place des mutuelles de santé qui fonctionnent déjà. Et nous avons l'année dernière fait un atelier pour élaborer un programme d'activités qui doivent
être mises en œuvre tout au long de l'année. Et cette année, nous avons mis en œuvre donc ces activités. Et au bout du compte, on se retrouve aujourd'hui pour revoir tout ce que nous avons programmé de faire. Est-ce que nous l'avons d'abord fait? Comment nous l'avons fait? Quels résultats nous avons obtenus? Et les leçons que nous avons apprises. Pour cette revue annuelle, dont les travaux se sont déroulés en présence des directeurs des districts préfectoraux, des présidents des conseils d'administration, des mutuelles de santé, des autorités et politiques et administratives, le préfet de Tchaoudjo, Chimichambi Chapkro, a relevé que les mutuelles de santé apportent un bien-être indiscutable aux mutualistes régulièrement inscrits qui, à force de prendre de l'avance sur certaines maladies, voient leur expérience de vie s'améliorer. Les mathématiques ne doivent plus être considérées comme une bête noire par les apprenants, car elles sont plus qu'indispensables dans notre quotidien. C'est ce message que veulent véhiculer les professeurs de cette matière en mettant sur pied le projet de Société mathématique du Togo. Des précisions avec Albertine Yakin. Susciter auprès des jeunes le goût de la recherche en mathématiques théoriques et appliquées appelle à prioriser les filières scientifiques. Ce sont des domaines qui offrent de meilleures chances et favorisent l'insertion socio-professionnelle. L'urgence aujourd'hui est de démystifier les mathématiques. Les mathématiques constituent un enseignement qui pose problème à toute la jeunesse togolaise. Et pourtant, c'est l'une des matières les plus appliquées par tous les êtres vivants, y compris même les animaux. Quel est le chemin le plus court que un animal peut prendre pour échapper à ses prédateurs? Cet animal est en train de tracer une certaine courbe. Bref, je voulais dire tout simplement que l'enseignement des mathématiques posant des problèmes, nos jeunes arrivent à l'université et sont complètement désorientés. Ceux qui devaient embrasser les filières techniques, scientifiques, pourvoyeurs d'emploi, sont contraints d'aller vers les filières où il y a une certaine massification. Il suffisait tout simplement qu'on améliore leur enseignement au primaire, secondaire, pour qu'ils aient la porte ouverte à toutes les opportunités. Qu'est-ce que les mathématiques? Quelle utilité présentent-elles dans les secteurs d'activité, en l'occurrence dans les entreprises? Ce sont là des préoccupations qui feront l'objet d'échanges au cours des activités. Les mathématiques sont un outil qui s'utilise au quotidien pour les grandes entreprises et même pour les petits promoteurs qui doivent savoir que s'ils ne basent pas leurs décisions sur les mathématiques, il y a peu de chances qu'ils atteignent l'excellence. Rendre accessibles les mathématiques à toutes les couches sociales, tel est le vœu des promoteurs. Ceux-ci envisagent l'enseignement de cette matière à partir de la maternelle en passant par l'alphabétisation, car on n'apprend pas les mathématiques pour devenir mathématicien, mais exceller dans sa profession. Au Togo, les initiatives en vue d'une bonne tenue de l'élection présidentielle de 2015 ont déjà commencé. La CEDEAO a initié avec le centre Kofi Annan pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix une formation sur les observations électorales en février dernier à l'intention de 35 Africains dont un Togolais. Cette formation, dont l'objectif est de doter l'Afrique de ressources humaines capables d'assurer l'observation des élections, a été restituée cette semaine aux acteurs de la société civile et aux professionnels des médias. Clarisse Atikle. À quelques mois des élections présidentielles de 2015 au Togo, les différents acteurs de la société civile s'activent afin qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions. Ici, la question des observations électorales est abordée, de quoi donner les moyens aux organisations de la société civile ainsi qu'aux professionnels des médias de mieux jouer leur rôle dans ce processus. Si dans un pays on dit
pour voter, il faut avoir plus de 18 ans. L'observateur note si tous ceux qui votent, est-ce qu'il y a des mineurs ou bien est-ce qu'ils respectent cet âge-là avant de pouvoir faire son vote. Donc, en bref, à la fin, l'observateur produit un rapport dans lequel il dit si toutes les conditions par rapport au cadre légal et institutionnel ont été respectées lors d'un processus électoral. Il n'a pas le droit d'intervenir dans le processus en cours pour dire c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Son rôle est de noter, de rapporter et de faire des recommandations pour que le prochain processus puisse être amélioré. Cette rencontre est l'étape de la restitution des travaux de la formation sur les observations électorales tenue en février dernier sur initiative de la CEDEAO et du Centre Kofi Annan pour la prévention des conflits et le maintien de la paix. Formation à laquelle a pris part le coordinateur des nouvelles alternatives pour le développement durable en Afrique, NADAF. Une riche expérience qui sera partagée avec les citoyens togolais en vue d'une bonne maîtrise de cette notion d'observation. L'observateur est la personne qui peut et valablement dire concrètement si un processus a été crédible, équitable, transparent ou démocratique. L'initiative est saluée et accompagnée par la plateforme Synergie citoyenne pour des élections démocratiques CICED et le Pass Crénan qui trouve en cette formation un moyen de mettre fin aux tensions souvent créées par les élections. Sur le continent, au Kenya, 2 localités de la côte ont été la cible d'attaques terroristes dans la soirée d'hier samedi. Le bilan de ces raids est de 22 morts, mais malgré leurs revendications par les islamistes Shebab, la police kenyane impute ces attaques au mouvement séparatiste du Conseil républicain de Mombasa. Kenya a été le théâtre d'attaques sanglantes dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants d'Indi n'en reviennent toujours pas. Leur village a été la cible d'un raid, provoquant la mort de 13 personnes. La nuit dernière, vers 23 h, j'ai entendu des coups de feu. 2 minutes plus tard, ils continuaient toujours et cela ne me semblait pas normal. Alors j'ai appelé au poste de police de Gamba, mais personne ne répondait au téléphone. Et pour cause. Au même moment, le poste de police que tentait de joindre ce villageois était aussi pris d'assaut par un groupe armé, qui en a profité pour libérer l'un de ses acolytes, emprisonné depuis l'attentat du mois de juin, qui avait fait 48 morts revendiqués par le groupe islamiste Shebab. 9 personnes ont été tuées lors de cette attaque, dont 8 détenus et un agent de police. Au total, selon la Croix-Rouge, 22 personnes ont péri dans des raids ciblés sur la région côtière de la Mu, très prisée par les touristes. Des attentats revendiqués par les islamistes du Shebab, affiliés à Al-Qaïda, une hypothèse que réfute la police. Au début, nous pensions que c'était les Shebab, mais les premiers éléments de l'enquête montrent que l'attaque a été commise par des membres du Conseil républicain de Mombasa. Les Shebab, eux, de leur côté, continuent de revendiquer ces attaques en représailles à la présence militaire kenyane en Somalie. Toujours dans la lutte contre le terrorisme, l'armée nigériane affirme avoir tué 53 combattants de la secte Boko Haram dans l'est de Borno, dans le nord-est du pays, hier samedi. Mais on est toujours sans nouvelles des quelques 200 lycéennes retenues captives depuis plus de 2 mois. Santé à présent, le groupe pharmaceutique Sanofi va en guerre contre les faux médicaments. Il a mis en place en France le seul laboratoire spécialisé dans la traque de la contrefaçon. Vous allez le voir, le faux y est traqué et poursuivi jusque dans son dernier retranchement. Regardez. Nathalie Talley est à la tête d'un laboratoire unique en France. Le laboratoire anti-contrefaçon du groupe Sanofi. Ce que l'on traque ici, ce sont les faux médicaments. Les échantillons viennent du monde entier, ils sont envoyés par les douanes, des médecins ou des correspondants du groupe pharmaceutique. Le contrôle est d'abord visuel et mieux vaut avoir l'œil exercé. Car en matière d'emballage, les fabricants de faux médicaments ont acquis un véritable savoir-faire. Entre le vrai et le faux, la différence se niche dans les détails. Pour cet échantillon, c'est le point sur le i qui fait toute la différence. Ici le vrai, ici le faux. Visuellement, ça devient de plus en plus difficile. On est obligé de passer par des grossissements et aussi des changements d'éclairage pour pouvoir mettre en avant les défauts sur les boîtes.
En revanche, la composition des faux médicaments, elle, n'évolue guère. Au mieux, c'est l'absence de principes actifs ou le sous-dosage. Au pire, on y trouve tout et n'importe quoi. Il y a des produits, surtout des formes comprimées dans lesquelles on retrouvait du plâtre, un peu, pour faire le comprimé. Ici, avec des solutions qui étaient remplacées par de l'eau du robinet, voire pire en qualité. Antibiotiques, anticancéreux, aucune classe thérapeutique n'est à l'abri. Le trafic explose littéralement dans le monde. En Afrique, Interpol estime que plus d'1 médicament sur 3 est contrefait. Et pourtant, moins de 10% des échantillons analysés ici viennent du continent. Il y a une prise de conscience maintenant que c'est plus dans les actions qu'on en arrive à convaincre que quand ils déclarent ou ils nous font parvenir un échantillon que l'on trouve contrefait et que derrière leur montrer qu'on a vraiment des actions qui permettent d'aider les populations à obtenir des produits de qualité. La lutte contre la contrefaçon, c'est à la fois un enjeu de santé publique, mais aussi un enjeu commercial. Pour les groupes pharmaceutiques, le manque à gagner se chiffre en millions de dollars. Au Togo, dans le cadre du projet de facilitation et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Cette semaine, au port autonome de Lomé, les acteurs de lutte contre le VIH-Sida ont procédé à l'ouverture d'un atelier de renforcement de capacité des personnes ressources des unités focales de lutte contre la pandémie. Les cellules focales des entreprises de transport sont aussi concernées. Edem, ce support. L'idéal, 0 nouvelle infection au VIH-Sida, 0 discrimination et 0 décès liés au sida, on en croit dans le secteur des transports. À ce titre, des unités et cellules focales de lutte contre le sida du secteur des transports accroissent leur niveau de connaissance sur la communication et les moyens de prévention des IST VIH-Sida. Ce groupe cible a été choisi parce que c'est des partenaires du projet de facilitation du corridor Abidjan-Lagos. Ils sont à même de s'adresser aux populations qui sont le plus souvent sollicitées pour faire le travail sur le long du corridor Abidjan-Lagos. Vous voyez, on a tracé des routes, de nouvelles routes. Il a fallu prendre des ouvriers, des manœuvres pour faire le travail, qui sont aussi bien enchantés dans la journée que dans la nuit. Il convient que des comportements peuvent se passer. Au niveau du port autonome de Lomé, par exemple, des actions sont régulièrement menées pour une sensibilisation réussie en matière de lutte contre le sida. Nous avons des séances de sensibilisation dans tous les parcs du port autonome de Lomé. Nous faisons appel aux sensibilisations de proximité ou bien aux sensibilisations à deux, aux communications interpersonnelles. Et donc nous nous approchons de ces personnes, nous discutons avec eux afin de les amener à prendre conscience du risque que nous courons dans le domaine du transport. Le projet Corridor Abidjan-Lagos, qui s'exécute il y a un peu plus de 10 ans déjà, continue ainsi de mettre un accent particulier sur la nécessité pour les États d'éradiquer la pandémie. C'est cette semaine qu'a été célébré le centenaire de la Première Guerre mondiale. Près de 18 000 Africains ont été enrôlés pour une guerre qui n'était pas la leur. Petit retour dans le passé dans ce journal. Devenu lieu de mémoire, aujourd'hui le village de Ouche-la-Vallée-Foulon dans l'est de la France ne fut pas toujours aussi paisible. Il y a 100 ans, ici sur 40 km de front entre Soissons et Reims, 1 million d'hommes sont rassemblés pour une immense offensive, celle du chemin des Dames. Parmi ces hommes, 20 bataillons de tirailleurs sénégalais sont engagés dans le secteur de la caverne du Dragon. D'un point de vue strictement militaire, cette journée fut celle des mitrailleuses allemandes. Les pertes coloniales furent terribles, 45% des effectifs. La 10e division d'infanterie coloniale, la fameuse division du général Marchand de Fachoda, en une journée, dans ce secteur, ils vont presque être soit tués, blessés, portés disparus. La division va être relevée le lendemain, en une journée. Une division française, à l'époque, c'est en moyenne 10 000 hommes. L'artillerie allemande pilonne Vauclair, le plateau Californie et Hurtebise. On montait à l'attaque 2 ou 3 fois de suite à l'assaut des tranchées et des abris qu'il fallait occuper coûte que coûte. Une véritable hécatombe, 100 000 morts en 15 jours. L'offensive du général Nivelle est ratée, les simples soldats se mutinent, les tirailleurs du 61e BTS aussi.
On va arrêter 4 ou 5 meneurs. Je mets meneurs entre guillemets parce que c'est toujours difficile de savoir qui a été déterminant dans le mouvement. Ils vont être jugés, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation à mort. Donc en fait, on a quelque chose de similaire avec les troupes européennes. Aujourd'hui encore, la polémique de l'utilisation des troupes noires comme chair à canon est toujours vivace dans les ex-colonies. Pour preuve, un dessinateur congolais a décidé de consacrer une BD à 3 héros africains engagés au chemin des dames, Kumba, Samake et Nama. Il y a un héros qui s'appelle Kumba Bakari, qui est sénégalais, mais en fait, lui, il sort un peu du lot comme héros. On a voulu, avec le scénariste bien sûr, on a voulu travailler un peu sur un personnage qui sort un peu du lot. Lui, il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Loin du bruit de la mitraille, Hulch a retrouvé sa quiétude. 9 statues en bois brut calcinées, intitulées Constellation de la douleur, rendent hommage aux 180 000 Africains enrôlés et précipités dans une guerre qui n'était pas la leur, la guerre des Toubabs d'il y a 100 ans, la guerre du chemin des dames. Retour en page nationale, Radio Ephata, la voix du presbytérien. C'est le canal mis sur pied par l'église évangélique presbytérienne du Togo pour propager la bonne nouvelle du Christ. Mais cette radio nécessite des moyens tant financiers que matériels pour son expansion et implantation sur toute l'étendue du territoire national. Un besoin qui était au cœur des prières ce matin au culte dominical au temple à Pégami, à Lomé. Le compte rendu avec Arnaud Kilib. La radio Ephata de l'église évangélique presbytérienne du Togo n'entend pas rester en marge du passage du système analogique au système numérique. Cette exigence de l'espace médiatique et la nécessité pour cette radio d'assurer une large couverture du territoire national ont conduit les responsables de cette radio à initier une campagne de mobilisation de fonds. Il s'agit ici de permettre à cette radio d'avoir les moyens nécessaires afin de mieux répondre à ses missions essentielles. La modernisation de la radio Ephata est avant tout une affaire de fidèles. Ce que nous allons récolter servira à faire l'extension de la radio parce que nos frères et sœurs qui ne sont pas proches de Lomé ne sont pas accessibles à la radio Ephata. Et les émissions sont seulement au niveau des environs de Lomé. Et quelque part à Dagny et à Kouma, à Lavier, mais les gens de Palimé non plus n'ont pas accès tellement. Donc nous devons chercher maintenant, nous sommes en train de chercher maintenant à étendre la radio vers le nord. Et en plus de ça, de moderniser notre radio pour que nous répondions et nous soyons dans les normes de ce qui est radio sur le territoire togolais. Le modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, le pasteur Adbenohevi Maouli, a relevé qu'il s'agit à travers cette mobilisation d'amener cette radio à répondre aux normes et aux aspirations des populations. Les fonds doivent aussi permettre la construction d'un local propre à cette radio. Au cours du culte qui a précédé la campagne de mobilisation de fonds, le pasteur Frédéric BDP, dans sa prédication tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 55, versets 10 à 11, a demandé aux fidèles de suivre les pas du Seigneur, de se laisser guider par sa lumière et de se nourrir de sa parole divine. Dédicace de l'ouvrage Le Boomerang à Lomé. L'auteur Ange Dovi Lawson-Boli parle de son Togo natal et raconte l'histoire d'un couple. Une histoire marquée par les vicissitudes de toutes sortes. Le récit avec Esther Laclé. L'histoire relatée dans Le Boomerang se déroule dans les années coloniales. Faits historiques du Togo sous le protectorat allemand et vieux Lomé en pleine expansion sont racontés dans un français facile et abordable pour tous par Ange Dovi Lawson-Boli qui, à travers son premier roman, fait son entrée dans la grande famille littéraire du Togo. Il s'agit d'un jeune cadre de l'administration qui a eu à poser des actes très graves et qui vont se retourner contre lui. À travers cette histoire, nous voulons attirer les jeunes sur certains comportements à adopter dans la vie, le sérieux surtout, pour ne pas tomber dans ces travers-là. Un boomerang est une arme primitive, un morceau de bois dur recourbé qui revient vers celui qui l'a lancé quand le but n'est pas atteint.
Et c'est de cette arme primitive, pleine de suspense, que parle l'auteur en 160 pages. Ceci a séduit plus d'un, en premier les éditions Aoudi. Ce qui a intéressé les éditions Aoudi, c'est qu'il y a là un sérieux problème qui se pose, c'est la transmission des valeurs traditionnelles d'une génération à une autre. Et donc à ce titre, cette œuvre nous a intéressés. Il s'agit ici d'un parent qui veut transmettre à ses enfants ou à son enfant l'histoire de son pays. Et donc qui va être aussi un point de départ à cette fille pour sa vie future. Titulaire d'une licence en lettres modernes et en sciences de l'éducation, Ange Deauville Somebody, de par sa vocation pour l'enseignement, a une connaissance des problèmes et préoccupations des jeunes, problèmes auxquels il apporte sa modeste contribution à travers sa plume. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite des programmes sur la télévision togolaise. Au revoir.